Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 22 décembre 2023 et nous allons continuer le regard sur le livre du père Michel Viau qui est devant moi, qui s'appelle Les papes et la France. Donc un regard d'histoire de l'Église avec un certain regard de sagesse aussi sur cette interaction qu'il y a eu entre César et Dieu, on peut le dire, hein, quelque part. Et après avoir vu plusieurs phases de la France à partir de Clovis, voilà que nous continuons et nous sommes rendus au grand schisme d'Occident qui a eu lieu en particulier en partie à Avignon. Voilà, mon père, hein, vous pouvez continuer. Voilà, oui, c'est 1378-1417, c'est un peu les suites d'Avignon, hein, puisque nous avons, en la personne de Grégoire XI, donc en 15 janvier 77, le dernier pape d'Avignon, qui va mourir à Rome. Au milieu quand même, il faut bien le dire, de sentiments très anti-français, et au moment où le conclave, au moment où les choses vont se jouer, il y a eu le massacre, je le rappelle, de Cézanne, où 4000 habitants ont été tués par des Bretons, enfin des grandes compagnies, et il y avait parmi eux le cardinal Robert de Genève, n'est-ce pas? Et je dis que ça a renforcé le sentiment anti-français, parce que ces gens-là venaient évidemment de France. Donc, le Sacré Collège se réunit à Rome, nous l'avions dit, le conclave, finalement, ça va aller assez vite, parce qu'il y a la pression de la foule dehors. On va même aller jusqu'à sonner le glas. Ah oui. Pour donner de l'ambiance, voyez-vous. Et même, il y a des gardes qui disent aux cardinaux, qui sont assez peu nombreux, il leur dit, vous savez, moi je ne réponds pas de votre vie si vous n'élisez pas un Italien ou un Romain. Bon, et en une journée, donc, ils élisent Bartolomeo Prignano, l'archevêque de Bari. C'était pas un homme du tout connu, il jouait les utilités, hein, dans la curie, et en fait on pensait que ce serait un pape de transition, dans les 70 ans, bon. Mais dès qu'il est élu, eh bien il se révèle être extrêmement mauvais, dur, enfin il montre un caractère qu'il avait jusqu'à présent complètement dissimulé. Vous me direz, ça ne suffit pas pour faire que ce pape ne soit pas valide. Non, ce qui est important, et c'est ça qui va jouer plus tard, c'est que c'est sous la pression, et c'est rapidement qu'on a demandé, enfin même sous peine de mort à la limite, qu'on a demandé aux cardinaux de voter. Et ils vont en discuter, ils vont rester quelques semaines à Rome, et beaucoup des diplomates présents vont dire, enfin, c'est pas valable votre affaire. Et puis les nouvelles qui viendront de France le diront aussi aux cardinaux français, qui sont quand même en majorité. C'est ce qui va donner sans doute l'idée à Robert de Genève de réunir à Fondi, donc le 20 septembre de la même année, hein, le 20 septembre, donc il va réunir à Fondi un conclave, il va réussir même à faire venir les 3 cardinaux italiens, qui vont se rendre compte qu'effectivement Urbain VI, ce archevêque de Bari qui vient d'être élu, est un personnage plus que curieux, et on va élire Clément VII. Clément VII, je vous l'ai dit, ne peut pas entrer à Rome, car Urbain VI a pris des précautions militaires, et donc il va aller à Avignon. Et bon, alors dans un premier temps, les grandes puissances, disons, vont s'en accommoder, parce qu'on va dire, voilà, on affaiblit un peu l'Église, ça ne lui fera pas de mal, comme on a des problèmes politiques à régler. En France, c'est presque fini la guerre de 100 ans, du moins le croit-on, avec Charles V. Et puis, on a de quoi accueillir Clément VII à Avignon. Bon. Et puis, on pense encore une fois que, de toute façon, Urbain VI, nous l'avons vu, n'est pas de première jeunesse. Alors, on ne se fait pas trop de soucis. Mais je vous l'ai dit, les reconnaissances des papes se font selon les raisons politiques. Si on est pour la France, on reconnaît celui que la France reconnaît. Si on est pour l'Angleterre, on reconnaît celui que l'Angleterre reconnaît.
Voilà qu'Urbain VI meurt le 15 octobre 1389 à Rome, et on dit, on fait dire à Rome, enfin, attendez, ne vous pressez pas d'élire un pape, peut-être une occasion, il y en a un, eh bien pas du tout, le 2 novembre, Boniface IX est élu, voyez-vous. Alors là, ça c'est un coup de tonnerre, parce qu'on se rend compte que jusqu'à présent, il y avait bien eu des antipapes, bon, mais là on ne savait même pas qui était antipape en plus, ça c'était pas évident. Alors, mais ils n'avaient pas eu de successeur. Bon, là, voilà que Urbain VI a un successeur en la personne de Boniface IX le 2 novembre. Et alors, là, on va se rendre compte que les choses sont graves. D'autant plus que Clément VII va mourir à son tour 3 ans plus tard, le 16 septembre 1394, en Avignon. Et alors, là aussi, on va essayer de différer l'élection. D'autant plus que le roi d'Angleterre de l'époque, Richard II, alors il y a beaucoup à dire sur Richard II, c'est un homme assez étrange, hein. Je crois que Shakespeare a fait une pièce sur lui. Hein. Bon. Richard II veut la paix, il veut en finir. Il veut en finir, il est prêt même à lâcher beaucoup de choses. Et alors, lui aussi, c'est en ça qu'on a affaire à des souverains chrétiens, ils veulent mettre fin au schisme. Et on demande à Avignon, de ne pas, la même chose qu'à Rome, de ne pas se hâter d'élire un successeur à Clément VII. Mais le conclave s'ouvre quand même le 26 septembre, tout en déclarant qu'il ferait tout pour rétablir l'unité, mais il n'empêche que 2 jours plus tard, le cardinal Pedro de Luna est élu pape sous le nom de Benoît XIII. Voilà. Alors ça, évidemment, d'autant plus que lui aussi avait dit qu'il ferait tout pour rétablir l'unité. Bon. Or, ce personnage jamais démissionnera, et il sera jusqu'au bout persuadé, de toute façon, qu'il est le bon pape. Et vous savez, on s'étonne de cette persévérance. Vous savez que même l'empereur quittera le concile de Constance pour aller demander à Benoît XIII de démissionner, ce qui vous montre que tout de même, il y avait un problème. Hein, il y avait un problème. Bon, il ne le fera pas. Alors on dit, canoniquement, il se jugeait légitime, je suppose. Il se jugeait légitime, et je crois. Vous savez, moi j'étais longtemps de ceux qui pensaient qu'il était légitime, que c'était un obstiné, mais à voir les choses de près, finalement, je n'en suis pas si sûr. Oui. Hein, mais ça voudrait dire aussi que Clément VII était le bon. Bon, enfin, toujours est-il que Benoît XIII reste, mais que dans cette même année, n'est-ce pas, donc cette fois-ci c'est au mois de septembre, septembre 1399, il va se passer en Angleterre quelque chose de très grave. Richard II va être renversé par un parent, Henri de Lancastre, qui va devenir roi sous le nom de Henri IV, et qui, lui, va très clairement montrer qu'il veut continuer la guerre parce qu'il ne veut rien abandonner de ses possessions en France, et puis il estime qu'il a des droits et qu'il veut absolument les garder. Bon, donc, par conséquent, 1, la guerre reprend, 2, on se rend compte qu'il ne faut pas compter sur un des 7 papes ou sur les papes eux-mêmes pour régler la question, et c'est là que va germer l'idée d'un concile général, d'un concile général pour demander finalement aux 2 papes de démissionner. Ça pose un problème, ça, parce que oui, ça voudrait dire que le concile est supérieur au pape. Et ça, je pense qu'aucun pape ne peut l'accepter. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a quelquefois des solutions de moindre mal, et celle-ci, elle l'était tout de même. Hein. Bon. Alors, on va convoquer ça vient des cardinaux. Hein. Ça vient des cardinaux créés par les différents papes. Ils vont convoquer
un concile à Pise. Hein, il sera convoqué, la date de convocation est du 23 juin 1408, et le concile de Pise aura lieu donc le 26 mars 1409, on ne va pas tarder, et on va commencer par faire le procès des deux papes, Benoît XIII en Avignon et Grégoire XII à Rome. Alors, si vous voulez, il y a quand même un problème là aussi qu'il faut signaler, c'est que Grégoire XII est très vieux, donne vraiment des signes de sénilité et change d'avis, ce qui n'arrange rien, parce qu'on donne des rendez-vous et il dit oui et le lendemain il dit non. Bon, alors ça n'arrange rien et ça laisse évidemment tout pouvoir au concile, voyez-vous. Bon, alors ce concile va tout de même réussir à élire un nouveau pape qui va prendre, c'est un évêque d'origine grecque, qui va prendre le nom d'Alexandre V et qui va évidemment faire une entrée à Rome. Mais voyez-vous, ce qui montre bien que le problème n'était pas si simple, n'était pas réglé, c'est que ce pape, disons de l'unanimité, hein, bon, puisqu'il y a les cardinaux de tous les pays qui sont là, eh bien il ne va même pas pouvoir rester à Rome parce que les autres ont des partisans aussi, hein, notamment Grégoire a des partisans. Et alors il va devoir aller se réfugier à Bologne, hein, où l'attend son bras droit, dénommé Baldassare Cossa, qui va jouer un rôle important, c'est pour ça que je le signale, et qui va s'occuper notamment des finances. Mais alors, vous voyez, les finances du pape, mais en même temps, il va s'occuper des siennes. Et il va avoir tendance, d'ailleurs, un petit peu à les confondre. Cet Alexandre, il n'est pas très jeune, il n'est pas en bonne santé, c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a élu. Et il meurt un an plus tard, et comme par hasard, eh bien, les cardinaux pisans, donc ceux qui étaient à Pise, élisent tout de suite Cossa, Baldassare Cossa, et qui prend le nom, retenez-le bien, de Jean 23. Ah oui. Et oui, le précédent, c'était Jacques Duez, Jean 22. Donc, il prend le nom de Jean, donc Jean 23, voilà. Hein. Et puis, au même moment, on élit un successeur au roi des Romains, Venceslas, qui n'était pas à la hauteur de la situation, et on va élire son frère, Sigismond de Luxembourg. Alors ça, c'est une autre trempe, hein, parce que voyez-vous, Venceslas était si nul qu'il n'avait pas pu se faire, bien que le roi des Romains n'a pas pu se faire couronner empereur, même par le vieux pape sénile Grégoire, bon, il n'avait pas osé, tandis que Sigismond, lui, c'est un homme qui sait mener sa barque, comme on dit, qui connaît sa politique. Alors, il va, voyant que Jean 23 donc, est quand même élu par une quasi-unanimité de cardinaux, que, et ça c'est très important, tous les grands pays le reconnaissent. Vous voyez ? La France et l'Angleterre aussi. Voilà. Il a un maximum de reconnaissance. Et puis aussi, il a beaucoup d'argent, ce qui va lui permettre de baisser les impôts pontificaux. Et puis ensuite, il va faire une autre chose, il va créer plein de cardinaux. Ah, ben voilà. Et cet homme va évidemment devenir très populaire, hein, très populaire. Et surtout, alors, il va en plus, il n'était pas avare de promesses, promettre un concile général pour réformer l'Église. Voilà. Bon. Et c'est-à-dire qu'on va décider en concile et non plus seulement du. Alors, évidemment, ça fait rêver tout ce que j'appelle les conciliaristes qui n'osaient pas trop le dire, mais qui sentaient qu'ils avaient le vent en poupe, parce que là, on faisait appel à eux pour résoudre le schisme, mais il n'empêche qu'en attendant, au moment où Jean 23 dit tout cela, je vous signale que les deux autres papes n'ont pas démissionné pour autant. Ça en fait 3. Ben, voilà, on se retrouve avec 3. Hein, oui. On se retrouve avec 3. Mais Grégoire est quand même très vieux, il devient de plus en plus sénile, il quitte Rome, il va à Florence,
et il n'a pas un sou. Alors, c'est là qu'il y a aussi un intérêt politique autre qui va jouer, celui de Sigismond. Sigismond n'était que roi des Romains. Son prédécesseur n'avait pas réussi à se faire couronner empereur. Lui, il se dit, voilà, j'ai l'occasion. Et puisque le pape Jean XXIII est tout à fait euphorique, il a décidé de poursuivre le concile de Pise. Eh bien, qu'à cela ne tienne, lui dit l'empereur, nous allons convoquer un concile, nous allons poursuivre celui de Pise, mais à Constance, et nous allons continuer à travailler. Là, on va le faire vraiment, personne ne pourra contester, parce que moi, je vais signer en tant que roi des Romains, comme s'il était empereur, et puis vous allez signer comme pape. Et là, c'est là où Sigismond est extraordinairement habile, et lui, d'ailleurs, c'est vous qui allez me couronner. Ah, bah oui. Alors Jean XXIII, il dit, bah ça y est, je tiens, ça y est. Si lui, il ne peut être couronné par le pape, donc le pape, ce sera moi, et par conséquent, il signe. Et donc, fin 1413, il signe la convocation, et le 28 octobre 1414, Jean XXIII va être un des premiers à arriver à Constance. Ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est que les autres vont arriver avec un peu de retard. L'empereur, lui, va arriver, enfin, le futur empereur va arriver la veille de Noël. Voyez-vous. Quant aux Français, ils vont encore faire mieux. Eux, ils vont arriver carrément au mois d'avril. Fin février. Et alors, c'est une délégation importante parce qu'elle est conduite par le cardinal Pierre d'Ailly et il y a Jean Gerson. Alors, évidemment, ils arrivent avec un peu de retard, mais à mon avis, tout ça a été calculé. Parce qu'au moment où arrivent Pierre d'Ailly et Jean Gerson, le pape est en pleine querelle avec l'empereur, le futur empereur, parce que l'empereur pense qu'il devrait démissionner, que le concile devrait le déposer, et puis surtout l'empereur a eu là aussi un tour extraordinaire. Il a dit on ne va pas voter par tête, on va voter par nation. Voilà. Et là, Jean XXIII, qui était un politique, va comprendre tout de suite qu'il est perdu. Et il va purement et simplement abandonner la partie. Il va s'enfuir. Et donc, s'enfuyant du concile de Constance, il sera finalement rattrapé, si vous voulez. Mais on va le déposer. On va déposer aussi Benoît XIII. C'est là qu'il y aura l'ambassade à laquelle Sigismond ira. On va déposer aussi Grégoire XII, et lequel Grégoire XII aura quand même suffisamment de conscience pour signer, parce que comme c'était lui en principe le seul pape reconnu, de signer la convocation a posteriori du concile de Constance, qui va élire à la quasi-unanimité un membre de la famille Colonna, Othon Colonna, le 11 novembre, voyez-vous, et il va donc s'appeler Martin, c'est à Saint-Martin, et Martin V va être l'élu de Constance. Mais je voudrais quand même apporter une petite nuance, parce que moi j'ai longtemps cru que c'était tout le concile qui avait élu Martin V. Or, quand on regarde de près, c'est là qu'on voit qu'il y avait du Jean Gerson et du Pierre d'Ailly aussi derrière, parce qu'ils savaient très bien que c'était dangereux de faire élire un pape par tout un concile. Alors, on avait pris les cardinaux, et on avait dit aux cardinaux, et on a tenu parole, rassurez-vous, tous les cardinaux qui ont été faits par les trois papes resteront cardinaux. C'est habile, ça. Oui. Avec ça, vous aviez une majorité déjà. Bon. Deuxièmement, on va adjoindre aux cardinaux quelques grands noms de différentes nations. Voilà. En fait, c'est un collège restreint, et non pas tout le concile, voyez-vous, qui a élu Martin V. Donc, il est faux de dire, et c'est très important, que Martin V a été élu par le concile de Constance. Ah oui, oui, d'accord. On a quand même eu soin, et c'est une nuance qui est, croyez-moi, plus qu'une nuance. Parce que
personne ne contestera la validité de cette élection. Mais ça permettra ensuite de poser la question sur le droit permanent que pourra avoir un concile à faire comme cela. Parce que le concile de Constance va voter quelque chose que Martin V va avoir l'habilité de laisser passer, c'est le décret Fréquence. Son nom l'indique. Hein, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le pape devra convoquer fréquemment des conciles. Oui. Au rythme à peu près d'une dizaine tous les 10-12 ans, voyez-vous. Bon. Et évidemment, c'est introduire un système, disons, démocratique dans l'Église qui n'est pas tolérable. Alors, bon, Martin V ne dira rien. Et puis, quand il s'agira, on va convoquer un concile pour rien, et puis ça ne se fera pas. Alors, finalement, les pères conciliaires qui avaient voté ça ne vont pas se laisser comme ça avoir. Ils vont exiger quand même qu'on tienne parole. Alors, il y a eu un loupé. Ben, finalement, on va convoquer un concile à Bâle en 1430. Et c'est donc Martin V qui va le signer, mais il va mourir. Signe du ciel. Eugène IV lui succède. Oh, il maintient la convocation, mais il ne va pas au concile. Il envoie un légat, voyez-vous. Oui. Il envoie un légat. Or, ce légat prend du temps. Et tout d'un coup, Eugène IV fait savoir aux pères conciliaires que finalement, il ne peut pas se rendre à Constance. Pourquoi ? Parce que le patriarche de Constantinople, on va venir pour rechercher l'unité. Voyez-vous, tiens, on retrouve ce qui s'est passé sous Urbain V. Sauf que là, c'était quand même plus sérieux. Là aussi, je dirais que ça semble quand même, ça semble sérieux. Mais, dit le pape, les gens de Constantinople exigent que ça soit en Italie parce qu'il y a la menace turque et donc ils veulent pouvoir rentrer vite à Constantinople et il n'est pas question d'aller à Bâle. Donc je convoque le concile à Ferrare. Il avait le droit. La plupart des pères conciliaires, même les Français sur ordre de Charles VII, qui maintenant est roi, refusent d'aller à Ferrare. Et le pape réplique immédiatement par l'excommunication de tous les pères conciliaires de Bâle. Voilà. Ah, voilà, le concile est fini. Alors, c'est important parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui se passe en France à la même époque, c'est la fin du procès de Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc qui fait un appel au pape et que Cauchon ne transmettra pas parce que Cauchon se fiche du pape. Oui. Il est conciliariste, comme tous les gens de la Sorbonne qui le soutiennent. Et au fond, ils n'ont qu'une envie de se terminer vite ce procès de Jeanne d'Arc et de ficher le camp à Bâle. Bon. Et dans un sens, ce qui peut paraître curieux, mais ça, c'est de la politique. Charles VII est aussi pour le conciliarisme. Et il laisse faire. Hein, il laisse faire. Et on va retrouver d'ailleurs Pierre Cauchon au Parlement de Paris plaidant pour le concile de Bâle, enfin, et pour qu'on reste à Bâle et qu'on n'aille pas à Ferrare, voyez-vous. Il y a une opposition, hein, une espèce de gallicanisme, mais sauf que, évidemment, Cauchon est l'homme des Lancastres, donc, mais qui sont, à ses yeux, les vrais rois de France. Bon. Et alors, ce concile, autant dire que ce concile de Bâle, autant le concile de Constance est considéré comme un concile œcuménique valide, c'est-à-dire c'est lui qui va excommunier Jean Hus et qui va prononcer sa condamnation à mort, qui va prononcer aussi l'excommunication de Wycliffe. Donc, si vous voulez, parce qu'il y avait quand même des débuts d'hérésie, avec Jean Hus, l'histoire du mariage des prêtres et de la communion sur les deux espèces, mais qui peut-être cachait un problème sur la foi à la présence réelle. Ce n'est pas exclu. C'était l'idée, en tout cas,
de Pierre Dailly, qui était dans la commission, enfin dans le tribunal, qui a jugé Hus, qui sera quand même brûlé malgré le sauf-conduit que lui avait signé l'empereur Sigismond. Bon. Et donc, le pape, je dis, de toute façon, le pape n'avait pas son mot à dire. C'est pour ça que ne faut pas nous dire que le procès de Jeanne d'Arc était vraiment un procès d'église, comme mon ami Monseigneur Le Tourneau l'a bien expliqué dans un très bel article. Tous les juges de Jeanne étaient des conciliaristes pro-concile de Bâle. Donc, pour l'Église catholique, ils étaient hérétiques. Oui, ils étaient hérétiques, ça, il ne faut pas se le cacher. Bon. Mais il n'empêche que c'est quand même un tribunal ecclésiastique où il y avait quand même un grand inquisiteur, bon, et que Jeanne avait été condamnée comme sorcière. Nous y reviendrons. Et surtout, ce qu'on voit, c'est spirituellement, hein, l'Église qui a été réformée par Grégoire VII, vous en avez parlé, oui, qui a construit des choses formidables et qui, à un moment donné, au niveau de la charité, est surtout admiratif devant sa propre puissance. Il y a quelque chose qui est dégradé, quoi, au niveau spirituel, pour donner des effets comme ça. Oui. Ben, exactement. Bon, et il faut dire que quand même, des hommes comme Martin V et comme Eugène IV ont eu quand même un énorme courage. Parce que, vous savez, ce n'était pas évident. Ils vont encore essayer, les pères conciliaires de Bâle, hein, de mettre un autre pape en la personne du duc de Savoie, carrément, qui va prendre le nom de Félix V. Heureusement, c'était un très brave homme, plutôt un bon vivant, puisque son château s'appelait Ripaille. Ah, oui, oui. Et oui, c'est de là que vient l'expression de faire Ripaille. Hein. Bon. Mais c'est un brave homme, et il s'est rendu compte qu'on le manipulait, il a démissionné. Hein, donc Oui. Et donc, Eugène IV s'est retrouvé pape, mais vous comprenez que devant justement cette Église qui s'était laissée aller de cette façon, il faut comprendre la position de Charles VII qui allait en terminer avec les Anglais, c'était pas fini, mais il voulait en terminer d'une manière politique qui coûte le moins cher à la France. Et c'est pour ça, Jeanne n'était pas une politique, hein, c'était une aspirée, une guerre. Et c'est pour ça qu'il fallait, comme Louis, on ne peut pas avoir deux puissants ennemis à la fois. Il faut les séparer, pas en même temps. Voilà. Et donc, la politique de Charles VII, ça va être de se rapprocher de la Bourgogne, puisqu'il y avait quand même cette guerre entre Armagnac et Bourguignon, hein, suite à l'assassinat de Louis d'Orléans par Jean sans peur, et ensuite l'assassinat de Jean sans peur, où on dit même que le dauphin, le futur Charles VII, a été mêlé. Et donc, il y avait quand même des cadavres hein, entre les deux camps. Bon, alors, Charles VII va quand même faire la paix avec la Bourgogne, et c'est lui qui va mettre fin à la guerre de 100 ans. Hein. Mais il y aura quand même une bataille, mais il n'aura pas les Bourguignons en face de lui. Il n'aura que les Anglais, et il va pouvoir les battre parce qu'il s'est organisé. Je vous l'ai dit, c'est lui qui va créer une armée permanente, mais il n'y a pas que l'armée aussi qu'il faut organiser, puisque l'Église est en si piteux état. Charles VII pense qu'il est de son devoir de roi chrétien d'organiser l'Église de France. On ne peut pas être à la merci des caprices d'un concile ou de deux papes en même temps. Bon, alors, c'est de là que vient la pragmatique sanction de 1438. Pragmatique sanction de Bourges, où finalement le roi a tous les pouvoirs, en rétablissant, sous couvert de rétablir les libertés gallicanes, on laisse élire dans tel endroit, selon les usages locaux, etc. Mais en fait, il y a le roi derrière, n'est-ce pas? Et puis surtout, ce qui est très grave dans la pragmatique sanction, c'est que la pragmatique sanction prend position en matière de conciliarisme et elle déclare que le concile est supérieur au pape. Oui. Le pape, dans un premier temps, sera pas très content, mais il ne va pas déclencher de colère parce qu'il sait qu'il tient Charles VII par autre chose. Charles VII a été sacré, certes, mais il ne veut pas qu'on puisse dire, et il a parfaitement raison, que son sacre est dû à une sorcière. Donc, il faut faire réviser le procès de Jeanne. Et pour faire réviser le procès de Jeanne,
eh bien, c'est un procès qui était ecclésiastique. Ce n'est pas la justice du roi qui peut le faire. Oui. C'est un tribunal d'église. Et il y a des règles canoniques qui exigent, par exemple, d'avoir tous les documents du précédent procès que l'on veut revoir. Or, il se trouve que tous les documents sont à Rouen et que Rouen est resté aux mains des Anglais jusqu'au bout. Mm. Donc, ce n'est qu'au dernier moment, vers la fin de son règne, n'est-ce pas, que Charles VII va avoir en main les documents, qu'on va faire venir de Rome une délégation importante qui va venir avec le cardinal d'Estouteville. C'est un très grand personnage, il est apparenté à la famille royale, et d'Estouteville est légat du pape. Mais n'empêche que, voyez-vous, malgré tout, Charles VII tient à montrer qu'il est le roi et il ne va pas l'accueillir à bras ouverts. Hein. Il va d'abord vraiment tâter le terrain, hein, parce que d'Estouteville lui fait aussi savoir que la pragmatique sanction, bon, pour l'instant on tolère, mais que ça ne pourra pas durer, que le pape n'est absolument pas d'accord. Bon. Alors, ce n'est qu'en février 1453, voyez-vous, que le cardinal d'Estouteville va pouvoir aller à Rouen, hein, pour voir les papiers. Il était entouré de canonistes, de toutes sortes de juristes, et puis il avait, bon, Eugène IV a été bon prince, il a poussé à la roue. Son successeur, Nicolas V aussi, mais celui qui va faire le plus, ça veut peut-être vous parler, c'est Calixte III. Et Calixte III, c'est un personnage intéressant parce que c'est lui qui va inaugurer justement l'influence des Borgia à Rome. Ah oui. Et ce pape est un Borgia. Voilà. C'est un pape espagnol qui est âgé, mais qui est un homme très pieux. Saint-Vincent Ferrier le dira. C'est quand même une autorité, n'est-ce pas? Et finalement, ça va très bien se passer. La famille, c'est Isabelle Romé, donc, qui était la maman de Jeanne, qui va donc, comme le voulait la règle ecclésiastique, introduire le procès. Le pape va l'accepter, et puis les choses vont se dérouler sur le plan juridique tout à fait comme il faut. On va démonter complètement le procès de Rouen, et le roi Charles VII va être si content qu'il va pouvoir se payer le luxe d'appliquer la pragmatique sanction en faveur du cardinal d'Estouteville qui va faire archevêque de Rouen. Rendez-vous compte? Oui. Il lui donne le diocèse le plus riche de France. Bon, d'Estouteville, d'ailleurs, bon, il n'y restera pas un an, mais il restera. Oh là, il va garder le titre. Mais ce qu'il faut noter, un ancien archevêque de Rouen me le disait il n'y a pas longtemps, à qui je parlais. C'est un homme qui était d'une générosité extraordinaire. Et on peut dire qu'il était le plus riche de tous les cardinaux, hein, surtout avec ce dernier don qu'avait fait Charles VII, mais il va couvrir de bienfaits toutes sortes d'œuvres, et il y a encore des traces à Rouen, des générosités, et ailleurs, hein, du cardinal d'Estouteville. Hein. Et il va, en plus, comme il ne siégera pas à Rouen, il va veiller à ce qu'il y ait des vicaires généraux qui s'occupent du diocèse. C'était ce qu'on appelle un homme sérieux, n'est-ce pas? Donc, voilà, donc au moment où Charles VII meurt, fâché avec son fils, ça c'est important, à cause de ça, parce que la fin de Charles VII était un petit peu triste avec sa jeune maîtresse, vous savez. Oui. Oui, et Louis XI, qui était très pieux, ça l'a vraiment contrarié. C'était un peu comme le fils de Louis XV avec Madame de Pompadour. Hein. Il l'appelait maman putain, hein, Madame de Pompadour. Bon, Louis XI n'allait pas jusque-là, mais il est quand même. Il avait un caractère de cochon. Hein, et il a dû quitter la cour et était allé se réfugier en Bourgogne, puisque on avait fait ami-ami avec les Bourguignons, et il va être élevé donc à la cour de Bourgogne. En même temps, pratiquement, enfin, il va connaître très jeune
celui qui sera son adversaire mortel, Charles le Téméraire. Bon. Et Louis XI va d'abord résider en Dauphiné, puisque depuis quelque temps, le Dauphiné appartenait systématiquement à l'héritier de la couronne de France, et donc, voilà, il promet qu'il va abolir la pragmatique sanction, et dans le Dauphiné, il l'abolit. Et il se comporte tout à fait comme un suzerain, à un point d'ailleurs que son père va faire des manœuvres militaires en se rapprochant du Dauphiné, ce qui fait que Louis XI va aller se réfugier au nord, dans les possessions des Pays-Bas du duc de Bourgogne. Bon. Et donc, quand Louis XI va accéder au trône, et il aura 38 ans, hein, ce qui est tout de même, ce qui n'est pas tout jeune, hein. Il va accéder au trône, on est amis avec les Bourguignons, donc il accède au trône à 38 ans, il a comme pape en face de lui Pie II, Silvius Aeneas Piccolomini, hein, qui est un des plus grands humanistes de son temps, qui est un pape formidable. Bon. Et voyez-vous, ce qui montre vraiment la réalité de la piété de Louis XI, il range la pragmatique sanction. Oui, oui. Il y renonce. Mais en revanche, quand il va avoir en face de lui de mauvais papes comme Paul II et Sixte IV, alors là, il va la ressortir. Hein. C'était, voilà. Mais le problème, c'est que ces papes-là n'oseront rien faire contre lui, parce que dans le même temps, Louis XI, qui a des droits sur l'Italie, comme tous les Valois, ne les fait pas, n'y va pas avec une armée, mais il conseille. Et vous savez que Louis XI, à la fin de son règne, était beaucoup plus populaire en Italie qu'en France. Et que quand Louis XI va mourir, ça va être des larmes en Italie, parce qu'il avait apaisé toutes les querelles. Il était l'homme vers qui on se tournait. Et voilà pourquoi les papes lui ont fichu la paix, parce que les papes savaient que le roi de France avait beaucoup plus de pouvoir que lui en Italie, pourtant sans jamais y avoir envoyé un seul soldat. C'est quand même extraordinaire. Hein. Et ça, c'est tout Louis XI. Bon. Voilà. Alors, évidemment, malheureusement, ses successeurs n'auront pas la sagesse de Louis XI. Ce sont les guerres d'Italie. Et là, on va retrouver Charles VIII, qui n'était pas très, très malin. Hein, finalement, c'est vrai qu'il va faire une fulgurante, puisqu'il a une armée extraordinaire, une artillerie extraordinaire, mais enfin, ça suffit. Ça n'impressionne pas tellement les papes. Hein. Et surtout que là, c'est un autre Borgia auquel ils vont avoir affaire, Charles VIII et Louis XII, qui est Alexandre VI, donc le fameux pape Borgia, le père de Lucrèce Borgia. Mais je dirais que là aussi, il y a tout un roman sur les Borgia. Oui, tout à fait. Oui, parce que je pense que, comme je disais un jour à un évêque, je fais un anachronisme exprès, le malheur de Borgia, c'est d'avoir rencontré Victor Hugo. Voilà. Oui, tout à fait. Parce qu'il n'en a pas plus fait qu'un autre. Oui, et même, il était plutôt brave en comparaison de Louis VIII dont vous parliez tout à l'heure. Ou de Jules II, n'est-ce pas? Jules II est un homme abominable. Bon, alors, Borgia aimait bien la France, et il s'entendra avec Louis XII. Par exemple, c'est quand même lui qui nous a épargné une guerre terrible avec la Bretagne en annulant le premier mariage de Louis XII et en permettant ainsi à Louis XII d'épouser Anne de Bretagne. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Oui. Et donc, c'est quand même une chose extrêmement importante. Mais oui, là, il y a une grande réconciliation avec la papauté. Alors, évidemment, quand Jules II va arriver au pouvoir, Jules II est un être qui avait énormément de goût. Ça, c'est son beau côté. Hein. Il a soutenu Michel-Ange, Raphaël. En fait, c'était un mécène au goût très sûr. Mais alors, un homme qui était sans parole, un politique abominable. Et Louis XII essaiera même de faire un concile pour avoir un antipape contre lui, mais il mourra avant. Bon, et c'est François Ier qui va lui succéder. François Ier qui va reprendre les ambitions de ses prédécesseurs, et il y a la fameuse date de Marignan, 1515, tout le monde le sait, mais ce qu'on sait moins, c'est que dans le même temps, succédant à Jules II, Jean de Médicis, un homme raisonnable, cultivé, c'était pas un grand saint, et certainement pas un grand théologien, mais enfin,
c'était quelqu'un de raisonnable et qui savait quand même s'entourer. Il était entouré de gens assez haut place, assez intelligents et formés, comme le cardinal Cajetan, par exemple. Bon, eh bien, Léon X réunit le dernier concile de Latran, et au concile de Latran, voilà qu'on condamne comme hérésie le conciliarisme. Et l'intelligence de Léon X, c'est d'avoir tout de suite fait des offres de discussion avec François Ier, en lui disant, voilà, maintenant, moi, je ne peux plus reculer. Bien sûr, je pourrais à la limite être en guerre contre le concile, mais moi, je suis d'accord avec le concile. Le conciliarisme n'est pas tenable. Négocions un concordat. Bon, c'était une idée qu'avait aussi eu Louis XI. Bon. Et finalement, François Ier va être bien conseillé. Il y a un homme dont il faut retenir le nom, parce que c'est lui qui a tout fait, c'est le chancelier Duprat. Et c'est le Concordat de Bologne de 1516 qui va condamner le conciliarisme, donc il n'y a plus de conciliarisme. Le roi nommera les évêques, mais c'est le pape et le pape seul qui leur donnera l'investiture canonique. Ah oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que les évêques puissent fonctionner comme évêques avec la nomination du roi qui entraînerait automatiquement leur sacre, pas du tout. Il faut que le pape donne sa sanction. Alors, voyez-vous, ça, le Concordat de Bologne, évidemment, comme tous les textes, va être présenté au Parlement de Paris. Bon, le Parlement de Paris va rechigner. Pourtant, on ne voit pas pourquoi. Mais c'est vraiment histoire d'embêter le monde et de déjà se mêler, de hausser le ton, parce qu'on va commencer à rêver d'être comme le Parlement anglais. Mais vous voyez, le Parlement anglais, ils étaient élus, tandis que ces messieurs, ils achetaient leur charge auprès du roi. Donc, ils n'avaient pas de rôle politique à jouer. Bon. Mais ils vont traîner des pieds pour accéder au Concordat de Bologne. Et il faudra que le chancelier Duprat, qui lui connaissait bien son droit, les menace en bonne et due forme d'être purement et simplement renvoyés de leur charge, et même peut-être pire, puisqu'ils faussent complètement leur fonction de relever même de la justice du roi. Voyez ? Et le Parlement va enregistrer le Concordat de Bologne en 1516. Et c'est ce Concordat qui va fonctionner jusqu'à la Révolution française, jusqu'en 1790. Seulement, il y a deux phases. Et c'est ces deux phases que nous allons voir rapidement parce que elles expliquent beaucoup de choses. La première phase, c'est ce que j'appellerais le gallicanisme royal. Autrement dit, c'est le roi qui va nommer les évêques, personne ne lui discutera cela, et avec le pape, il y aura toujours une bonne entente. Les relations diplomatiques fonctionneront toujours bien. Il n'y aura que l'épisode de la Révolution et après elles reprendront normalement aussi. Donc, voyez-vous, on a au moins, avec le grand schisme a servi à quelque chose, on sait très bien que rien ne vaut des bonnes relations directes diplomatiques, surtout entre la France et le Saint-Siège. Et donc, ça va être important, cela, parce que vous savez bien qu'apparaît du temps de François, c'est au temps de François Ier que vont commencer en France les guerres de religion. 1534, d'abord 1517, c'est les thèses de Luther. Léon X va avoir affaire à ça. Il ne va pas comprendre l'ampleur du problème et il va mourir en 1521. Et ses successeurs ne vont pas être tout à fait à la hauteur. Il y en a qui auraient pu, c'est le successeur immédiat, Adrien d'Utrecht, qui était le précepteur de Charles Quint, mais lui aussi, il ne va pas tenir beaucoup de mois, et c'est finalement Clément VII, l'autre Clément VII, puisqu'on avait annulé le premier. Oui. Gilles de Médicis, donc un parent de Léon X, qui va régner sous le nom de Clément VII, et c'est lui qui va venir le premier, d'ailleurs, à Marseille, et qui va marier sa nièce Catherine au futur Henri II. Voilà. Donc, et où les liens entre la papauté et la France. Bon, les guerres de religion commencent en 1534, c'est-à-dire en ce sens que ce n'est pas vraiment encore des guerres, mais il y a une persécution contre les protestants parce qu'ils se sont permis d'écrire des injures contre la messe. Et là, il est très clair pour les protestants français dès 1534, ça sera moins clair pour les Anglais, mais il est clair que le souverain ne quittera jamais la religion catholique. Et pour ceux qui en auraient encore eu des doutes, le successeur
de François Ier, Henri II, sera encore plus répressif que son père. Donc là-dessus, la papauté, si vous voulez, n'avait aucune inquiétude à avoir. Là où les choses vont se compliquer, c'est que quand Henri II va mourir, vous savez, au cours de ce fameux tournoi, accidentellement, on n'a jamais pu en tout cas prouver la culpabilité de Montgomery, son capitaine des gardes qui l'a blessé avec une lance de tournoi. Une lance de bois qui était coupée. Hein, voilà. Oui. On aurait dû s'en rendre compte quand on aurait dû lui faire changer de lance. Enfin bon, passons. Toujours est-il que les trois fils d'Henri II, bon, le premier, François II, va mourir très vite, il va régner 1 an. Et donc, c'est Charles IX qui lui succède, qui est petit. Et c'est là que vous avez le règne de Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, en tant que régente, va être tout à fait remarquable. Elle va essayer d'empêcher les guerres de religion. Elle va essayer d'empêcher aussi la France, qui est déjà divisée, d'entrer en guerre avec son puissant voisin, l'Espagne, parce que, bon, Charles Quint est mort. Bien sûr, il a partagé l'Empire, mais c'est quand même des Habsbourg qui sont en Espagne et qui sont en Autriche. Donc, il faut éviter la guerre d'Espagne. Et l'histoire de la Saint-Barthélemy, hein, en 1572, eh bien, en fait, au départ, c'est quoi? C'est tout simplement Catherine de Médicis, voyant que son fils est complètement sous la coupe de Coligny, qui veut faire la guerre en Espagne, alors que la France n'en a pas les moyens, Catherine décide de faire assassiner Coligny. Le coup manque, Coligny est simplement blessé, le roi est furieux, il se rend au chevet de Coligny et dit devant les protestants et l'amiral que quand bien même ce serait quelqu'un de sa famille qui aurait fait ça, il le châtierait. Bon, Catherine est affolée, son fils est quelqu'un de très coléreux. C'est pas un méchant homme, Charles IX, mais il est hyper coléreux et elle va tout lui dire. Et Charles IX, bon, bah, finalement, elle va arriver à le persuader qu'il faut tuer Coligny et quelques chefs protestants. Seulement, ils ne se rendent pas compte qu'ils allument, enfin, qu'ils craquent une allumette dans une ambiance, je dirais, où ça sent l'essence. Pourquoi? Parce qu'il vient d'y avoir le fameux mariage de la reine Margot avec Henri de Navarre, que les seigneurs protestants ostensiblement ne sont pas allés à la messe, qu'ils ont été dans des tavernes, qu'ils ont vu de haut la population parisienne qui est totalement aux mains de prêtres de la Ligue, donc des ultras, et forcément, eh bien, on fait courir le bruit. On ne sait pas trop qui l'a fait, mais c'est sans doute la Ligue, qu'on a ordonné de tuer tous les protestants. Et c'est comme ça que cette affaire de la Saint-Barthélemy dégénère en massacre. Et alors, on dit, le pape de l'époque, qu'il avait fait frapper une médaille. Oui, mais attendez, il allait le faire et chanter un Te Deum, mais pour se réjouir de la mort de Coligny et de quelques chefs protestants qui voulaient entraîner 2 pays catholiques à se faire la guerre. Et quand le pape va apprendre que ça, non seulement ça a dégénéré en un massacre affreux à Paris et aussi dans toute la France, il n'y aura rien du tout et on ne va pas frapper de médaille. Ça, je voudrais quand même le dire parce qu'il ne faut pas raconter ce sont des histoires qui traînent toujours hein, sur la papauté. Et on verra que la papauté n'était pas pour ces solutions sanglantes. D'autant plus qu'entre-temps, on avait ouvert le concile de Trente et que finalement le concile de Trente avait donné des réponses extrêmement satisfaisantes et qu'on comptait sur le fait de répandre le concile de Trente pour que la réforme se résorbe. Et de fait, dans beaucoup de régions, je prends l'exemple de l'Allemagne et de Saint-Pierre Canisius dont nous fêtions hier, c'était la fête, mais enfin, c'était les fêtes de l'Avent, donc on ne pouvait pas. Mais c'était la Saint-Pierre Canisius. Songez que Pierre Canisius,
en prêchant simplement le Concile de Trente en Allemagne, a ramené du luthéranisme au catholicisme des régions entières. Donc, pourquoi utiliser la force, voyez-vous? Et donc, le pape n'était pas pour les solutions ultra. Et il comprenait finalement des politiques plus tolérantes. Ce que le pape ne voulait pas, c'est qu'on fasse des paix religieuses en dehors de lui. Et c'est en ça que, par exemple, Catherine de Médicis a pu l'inquiéter comme elle a pu inquiéter le cardinal de Guise. Je parle du grand cardinal de Guise, le frère de François de Guise, pas celui qui était assassiné au château de Blois. Le cardinal de Guise était un homme extrêmement intelligent et il voulait pas, parce qu'effectivement, ce n'est pas le rôle des souverains de mener des négociations dogmatiques ou religieuses. Bon, finalement, le Concile de Trente se terminait, mais là aussi, le Parlement, et c'est là qu'on commence à avoir un gallicanisme parlementaire, le Parlement va faire des difficultés pour l'accepter. Et le roi, oui, le roi, il va hésiter parce qu'il est plus tellement le maître chez lui. Charles IX va mourir et qui va le remplacer? Son frère, qui est roi de Pologne, qui jusqu'à présent ne donnait pas des signes, je dirais, de grande intelligence politique, mais qui rapplique en France à toute vitesse et devient Henri III. Et là, à la stupeur générale, il devient un grand politique. Et il va même, je dirais, étonner le pape. Parce que Henri III va biaiser avec le duc de Guise. Il est bien obligé, il n'est pas le plus fort. Bon, il va même se mettre chef de la Ligue. Et puis à un moment donné, il va voir que ça va beaucoup trop loin. Que même les gens de la Ligue, il ne faut pas oublier que les Guises prétendaient descendre de Charlemagne. Donc, ils avaient aussi peut-être des idées sur la couronne, voyez-vous. Et là, on n'est pas seulement dans la trahison, mais dans la lèse-majesté. Donc, finalement, Henri III va devoir quitter Paris. Voilà, un roi qui quitte Paris. Louis XVI n'a pas été le seul. Il y en avait eu d'autres avant lui. Henri III, il va monter à cheval et va aller jusqu'au château de Blois. Et Henri de Guise, auparavant, s'était quand même pavadé dans Paris. Et il y a quelqu'un qui va le recevoir avec beaucoup de courage. Vous savez, c'est le président du Parlement de Paris qui a vu dire « Monsieur, c'est grand pitié que de voir le maître chassé par le valet. » Vous vous rendez compte, hein? Oui. Ah oui, c'est bon. Bon. Mais le pape lui-même notera, et ça Henri III le saura, quelle imprudence ce Guise qui ose entrer dans Paris, voyez-vous, il désapprouvera et Henri le saura. Et vous connaissez la suite, il va convoquer les États généraux à Blois de manière à attirer les deux Guises à Blois, et puis il fera la seule chose qu'il avait à faire, puisque aucun parlement ne les aurait jugés, il avait le droit de vie et de mort sur ces sujets, pour haute trahison et lèse-majesté, il fait tuer donc Henri de Guise et son frère le cardinal. Alors c'était plus compliqué, là, les 45 n'ont pas voulu porter la même chose parce que c'était l'excommunication, et donc on va avoir recours à des assassins professionnels, et le pape, contrairement à ce qu'on dit, n'a pas immédiatement, n'a pas excommunié Henri III. Il a simplement fait savoir au roi qu'il devait venir s'expliquer à Rome sur la mort du cardinal de Guise. D'ailleurs, Henri III avait déjà prévenu ce geste, puisqu'il avait envoyé ses excuses au pape pour le cardinal. Je crois qu'il avait même rédigé la lettre alors que le cardinal n'était pas encore tué. Enfin, bon, c'était bon. Et alors, c'est vous dire que le pape a été arrangeant, et d'ailleurs Henri III a eu des obsèques religieuses, et bon. Et Henri III va. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que quand Henri III est assassiné, voyez-vous, on sait bien que c'est la Ligue par Jacques Clément, on est pris Jacques Clément et qu'on l'ait jeté par la fenêtre. On n'a pas voulu. Remarquez, ça vaut mieux pour lui parce qu'il aurait été écartelé. Mais on ne l'a pas interrogé, du coup. Et là, ça montre bien qu'il y avait un complot, tout de même, qui mettait sans doute
en danger un certain nombre de gens. Bon. Et alors, c'est donc finalement Henri IV qui va, devenir roi, puisque Henri IV l'avait fait reconnaître par les grands, mais il y a la question religieuse, et il va falloir qu'Henri IV devienne catholique. Et je crois qu'il faut aussi dire là à nos auditeurs, jamais Henri IV n'a dit Paris vaut bien une messe. Oui. Non, c'est ridicule de dire ça. On prenait la religion au sérieux. Oui. Bon. Et donc Henri IV va exiger qu'on lui explique justement les problèmes qui séparent les protestants des catholiques. Et il va avoir auprès de lui, bien sûr, des gens, on va lui donner les gens les plus qualifiés, et il posera des questions. C'était un homme instruit, très malin, très astucieux, et qui va se faire vraiment enseigner le catéchisme. Et alors, là aussi, c'est Sixte Quint qui est pape, et donc se pose une question. Il va se convertir, et c'est là où qu'on voit tout le génie politique d'Henri IV, c'est qu'il va se convertir, mais en France. Et c'est le cardinal Duperron qui, à Saint-Denis, et alors on avait le sens du théâtre à cette époque-là, hein, il siège devant l'église de Saint-Denis, qui est les portes fermées, un hérétique ne peut pas y entrer, et le roi va arriver, mais il va arriver seul, à pied, tout de blanc vêtu, comme une sorte de catéchumène, voyez-vous, pour le baptême, et il va aller se mettre à genoux devant le cardinal Duperron, et puis tous les évêques de France qui ont pu venir, pour abjurer solennellement le protestantisme, mais devant un cardinal français. C'est très important, ça. Parce que du coup, il reconnaît à l'Église de France une certaine spécificité. Et alors, vous vous rendez compte que le pape Sixte Quint n'est pas content. Il se réjouit que Henri IV soit devenu catholique, mais il dit tout de même, un roi, c'est moi qui aurais dû, ça aurait exigé la même chose. Il aurait fallu que Henri IV se mette à genoux, voire à plat ventre, devant le pape. Vous imaginez un roi de France faire ça? Non. Alors, on va négocier, et finalement, le pape va accepter que deux légats, que deux ambassadeurs, dont un prêtre, je ne sais pas si c'est Duperron ou un autre évêque, se présentent à Rome, et la même scène va avoir lieu devant Saint-Pierre de Rome, l'actuel Saint-Pierre, hein, puisque ça a été construit, achevé de construire par Léon X, hein, et où les envoyés de roi de France vont se mettre à genoux devant le pape, et donc la conversion d'Henri de Bourbon, donc Henri IV va être tout à fait. Il avait été sacré à Chartres, et on avait pris la Sainte-Ampoule de Saint-Martin de Tours, faute, parce que Reims était occupé par la Ligue, et vous pensez bien que les ligueurs n'auraient pas fait le cadeau à Henri IV de lui laisser les choses. Alors bon, Henri IV va, en 1598, il va avoir apaisé avec l'édit de Nantes les choses, mais il faut bien voir que quand il parle des protestants, il parle de la religion prétendue réformée. En aucun cas, il ne reconnaît le protestantisme comme étant une religion. Et c'est important parce que le Parlement de Paris, et c'est là qu'on commence à basculer vers le gallicanisme parlementaire, le Parlement de Paris lui objecte les serments du sacre. Vous savez, exterminare les hérétiques. Mais exterminare, ça veut dire non pas exterminer, mais exiler. Et on lui dit, voilà que vous allez contre les serments du sacre. Et le roi de répondre, oui, mais attendez, dans mes serments aussi, j'ai prévu, je dois prêter serment de maintenir la paix religieuse. Oui. Or, pour qu'il y ait la paix religieuse, il faut que je fasse des concessions. Voilà. Et il obtiendra, mais en forçant, beaucoup plus que pour l'histoire du Concile de Trente, hein, il va obtenir
du Parlement qu'on enregistre l'édit de Nantes. Mais il était clair que pour les deux parties, si vous voulez, c'était qu'une sorte d'armistice. Hein, oui. Et qu'on ne pouvait pas en rester là dans un pays centralisé comme la France. Autant dans l'Empire morcelé, vous pouviez avoir la paix d'Augsbourg, cuius regio eius religio. En France, centralisée comme elle l'était, c'était un roi, une foi, une loi, c'est tout. Oui. Bon. Et donc, on va parler de la RPR, de la religion prétendue réformée, et dès le règne suivant, c'est là qu'il faut quand même le dire, la faute vient du côté protestant, car qu'est-ce qu'on fait à La Rochelle? On proclame une sorte de république indépendante. Et on fait un port pour recevoir des vaisseaux anglais qui sont des ennemis. C'est de la haute trahison, n'est-ce pas? Et par conséquent, le roi ne peut pas l'accepter. Alors heureusement, il a comme principal ministre Richelieu. Hein, et donc là, on va faire le siège de La Rochelle, et puis on va dans le Midi, et puis finalement, on va retirer toutes les places fortes. Donc on va retirer tout ce qui pouvait encourager un communautarisme protestant armé, voyez-vous. Et donc, c'est la paix d'Alès, et ça, c'est la fin du règne de Louis XIII. Bon. Vous avez ensuite le règne de Louis XIV. Son pouvoir personnel, c'est 1661, parce qu'il va laisser Mazarin régner, gouverner plutôt, et Mazarin fera la même politique que Richelieu. C'est-à-dire que c'est toujours la religion prétendue réformée, on va favoriser les conversions, on va veiller à ce que le Concile de Trente soit véritablement appliqué, et au fond, il y a quand même beaucoup de conversions qui se font. Ça aussi, il faut le dire, hein, parce que bon, le Concile de Trente, c'est... D'ailleurs, aujourd'hui, il y a pratiquement plus d'historiens qui parlent de contre-réforme. On parle de réforme protestante et de réforme catholique. Hein, et on a raison, parce que le Concile de Trente est un concile réformateur. Bon, Louis XIV, en 1685, voyez-vous, il fait l'édit de Fontainebleau. Il révoque donc l'édit de Nantes. Il fait détruire tous les temples protestants, etc. Bon. Et que fait le pape de son côté? Il faut voir au moment même où Louis XIV se fait le champion du catholicisme, mais alors d'une manière dure, puisque il oblige à l'exil ceux qui veulent pratiquer leur foi, tout en interdisant l'exil. Donc ceux qui se font prendre, c'est les galères. Bon, les pasteurs qui viennent prêcher, ils sont pendus ou c'est la roue. Bon, c'est là que ça ne va pas. Qu'il ait aboli l'édit de Nantes, si vous voulez, ça peut se comprendre, tout le monde le souhaitait. Mais c'est les mesures d'accompagnement qui ne sont pas très bonnes. Et surtout que dans le même temps, je dis à la date de 1685, dans le même temps, Louis XIV est en difficulté avec le Saint-Siège pour des questions d'argent. C'est l'affaire de la Régale, parce que dans le Concordat de Bologne, il y avait le problème des biens ecclésiastiques, bon, dont l'Église jouissait sans qu'on puisse y toucher, mais en attendant qu'on nomme quelqu'un, c'était le roi, voyez-vous, donc souvent le roi, il prenait son temps pour nommer, et donc il y avait des diocèses, puis il pouvait aussi nommer des gens qui ne plaisaient pas au pape. Bon, et Louis XIV était très imbu de sa personne, et là-dessus, sur la question de la Régale, il a frôlé l'excommunication. C'est en 1682 qu'il convoque les évêques de France et qu'il fait rédiger les 4 articles, où justement, dans les 4 articles, et ce pauvre Bossuet est employé à ça. Qu'est-ce qu'on trouve dans les 4 articles? Suprématie des conciles sur les papes. Vous vous rendez compte? Oui. On en revient à la pragmatique élection. Hein, et ce même Louis XIV, en 1685, se comporte comme ça avec les protestants. Et que dit le pape de l'époque? C'est un Eugène qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays, n'est-ce pas, où on prétend au nom de l'orthodoxie catholique, on détruit des temples d'hérétiques, alors que les évêques risquent d'être schismatiques et le roi excommunié. Oui. Ah ben voilà. Bon, et alors, ça ne suffit. Il y a une deuxième chose où Louis XIV va vraiment aller beaucoup trop loin.
l'affaire du jansénisme de Port-Royal, on va appeler un calvinisme rebouilli, parce qu'on met la prédestination, et puis alors surtout une très grande austérité, voyez-vous. Oui. C'est ça qui a été terrible. C'est qu'on a dégoûté les gens de venir communier, il fallait être digne. Hein. Oui. Un des écrits d'Arnaud, c'était la fréquence aussi, le même terme que cabale, mais là c'était pour il était contre la communion fréquente. Bon, et on va assister à une baisse de participation à la communion dans le royaume de France. Alors Louis XIV va exiger du pape encore une condamnation en 1713. Donc le pape va céder, c'est Clément XIII, la bulle unigenitus. Et c'est là qu'il va ouvrir les hostilités avec le Parlement de Paris. Parce que les parlementaires vont trouver toutes sortes de grâces au jansénisme, même s'ils n'étaient pas très austères dans leur vie, mais le jansénisme, il n'y a que ça de vrai, vous comprenez. En plus, c'est un moyen de s'opposer au pape, donc à l'ultramontanisme, les jésuites qui prennent fait et cause pour le pape, qui sont ultramontains, et puis aussi au roi. Et on va refuser d'enregistrer. Il faudra que Louis XIV tienne un lit de justice, mais ça ne passera pas, voyez-vous. Et c'est là qu'on peut parler vraiment de gallicanisme parlementaire, c'est-à-dire de gens qui vont se draper dans des sentiments nationalistes et religieux du genre plus austère que moi tu meurs, plus vertueux que moi tu meurs, plus français que moi tu meurs. Voyez-vous, une exacerbation du nationalisme et d'un puritanisme qui n'était pas de mise dans le catholicisme jusqu'à ce moment-là. Et alors, au fur et à mesure, ce qu'il faut voir, c'est que au XVIIe siècle, ce jansénisme gallican des parlementaires avait encore un soubassement chrétien avec la grâce, etc. Mais qu'au XVIIIe siècle, ces questions-là ne passionnent plus tellement les gens. Qu'est-ce qui est à la mode? C'est la philosophie des Lumières. Oui. La philosophie des Lumières qui nie le péché originel. Qu'est-ce qu'on en a à faire de la grâce? Oui. Ben oui. Qu'est-ce qu'on en a à faire du salut en Jésus-Christ? Oh, c'est une blague. Hein, et comme on pense de la Bible ce qu'en pense Voltaire, ni plus ni moins. Et donc, vous pensez bien que les questions sur la grâce efficace et la prédestination n'étaient pas le premier sujet de nos parlementaires, mais qui en revanche avaient le culte de la nation et de la vertu. Et c'est ce qui me fait dire, parce que moi j'ai étudié sur le plan de la théologie, hein, qu'il y a une solution de continuité, si vous voulez, entre le gallicanisme janséniste parlementaire de la fin du XVIIIe siècle et la Révolution. Parce qu'on va y rajouter une autre erreur condamnée par l'Église catholique, le richérisme, le nom vient de Richer, qui avait développé cette idée que c'est dans une majorité de voix, il fallait les assembler et qui donnent par une majorité de voix ce qui était la vérité. Voilà. Oui. Ah oui. Alors, quand vous combinez tout ça, n'est-ce pas, et que vous avez finalement des assemblées de juristes qui vous balancent des concours de vertu et qui se font une règle de voir la vérité toujours du côté de la majorité, eh bien, l'ennemi numéro 1 à abattre, c'est forcément le pape et le roi. Oui. Et donc, c'est en cela, si vous voulez, que ces parlementaires, Maupoux, en 1770, avait bien senti cela, et Louis XV l'avait suivi en les renvoyant. Hein, en les renvoyant, malheureusement, Louis XVI, pressé par ses ministres, les a rappelés, mais sans aucune illusion. Il faut bien voir le discours qu'il leur a tenu, et qu'il leur a fait tenir par son chancelier, quand il les a rappelés. Il leur a dit très clairement qu'ils étaient en tort. Et ils ne sont pas du tout accueillis avec joie. Ils sont accueillis avec même des menaces. Hein, Louis va même jusqu'à leur dire, et il n'a que 20 ans à ce moment-là, « Sentez, messieurs, le poids de mes bontés, hein, après tout ce que vous avez fait à mon grand-père. » Parce qu'il ne faut pas oublier que Louis XVI
admirait beaucoup son grand-père. Et c'est normal qu'il l'ait admiré parce que là, il a été très grand, Louis XV, en renvoyant le vieux Parlement et en installant le Parlement Maupoux. Et seulement, que voulez-vous, un jeune roi qui vient, qui n'a pas d'expérience de gouvernement, et que tous ses ministres lui disent « Vous voulez faire des réformes, sire, il faut rappeler l'ancien Parlement », et avec lui, moralité, oui, au début, ils ont été gentils, et puis après, ils ont tout bloqué. Et toujours au nom de la vertu, au nom de la justice, au nom des coutumes gallicanes, et c'est eux qui pousseront les États généraux qui vont se réunir avec exactement le même état d'esprit, voyez-vous. Oui. Voilà Je comment dirais les même, choses ont été préparées, voyez-vous. Et absolument. il y avait déjà un divorce avec la papauté, et je tiens à dire que les papes, le pape ne tenait pas du tout à faire la bulle unigenitus. Il l'a fait pour faire plaisir à Louis XIV, et parce que Louis XIV, finalement, a été trop orgueilleux, il se faisait fort de faire admettre ça sans problème. Voilà. Oui. Vous voyez, quand on regarde un petit peu la phrase de Jésus, vous vous rappelez du Et, fait du refroidissement de la charité, etc., etc. Matthieu 24. On peut presque, dans tout le portrait que vous avez donné, faire remonter d'étape en étape, de génération en génération, à Grégoire VII. Grégoire VII, une réforme formidable qui peut produire un fleurissement de la chrétienté, et forcément parce que l'homme est homme, de l'orgueil, beaucoup de fierté, une chrétienté donc devenant formelle et très orgueilleuse, ce qui aboutit aux guerres de religion, oui. dès qu'il y a une rupture, hein, puisque la civilisation se déchire. Et après, ajouter à ça le gallicanisme, qui est un poids, une chape de plomb, hein. Ajouter à ça la volonté de l'intelligence de se libérer de ces dogmes qui ont provoqué tant de guerres, qui en plus mettent un poids de morale et d'absence de liberté, vous avez la naissance du XVIIIe siècle et des idées des Lumières par réaction. Évidemment, évidemment, les Lumières vont apparaître comme étant libératrices de toutes ces choses qui sont des superstitions qui oppressent. Voilà. Alors que c'est un match, en fait, parce que, surtout Rousseau, parce que Voltaire, s'il y avait eu que Voltaire, peut-être que les choses n'auraient pas aussi mal tourné. Mais Rousseau, lui, est quand même un système politico-religieux Oui, est tout à fait totalitaire. tout à fait. Et dont Robespierre... Un millénarisme, quoi, si on peut dire. Voilà, il y a un peu de ça, exactement. Et Robespierre sera son fidèle disciple. Et oui. Voilà. Donc, c'est là qu'on voit il y a une logique. On parle du démon, le démon qui est un être purement spirituel, mais en tout cas, comme une logique manipulée au-dessus des hommes d'étape en étape, avec les défauts des hommes qui aboutissent à des conséquences au point que... Parce que ce qu'il y a en commun, n'est-ce pas, entre Robespierre et les jansénistes, c'est la question de la vertu. Oui, voilà, la question de la vertu, absolument. Voilà. Mais ce qu'il y a d'opposé, c'est les jansénistes qui restreignent la liberté et Robespierre qui veut la libérer. Voilà. Oui, mais qui, au nom de donner plus de liberté, les restreint. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et puis, il y a aussi les prédestinés. Il y a ceux qui sont élus pour entrer dans le contrat social, et puis il y a ceux qui ne le sont pas, comme les Vendéens. Tout à fait. Comme on voit d'ailleurs... Qui sont des brigands. Comme on voit maintenant, on est pour la liberté, sauf pour ceux qu'on appelle les ennemis de la liberté. Voilà, donc, voilà. La prochaine fois, donc, on abordera ce grand chambardement, cette fin du monde qui est la Révolution française, enfin la fin d'un monde, et voilà, et les conséquences. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup, mon père. C'était passionnant encore une fois. Merci. Merci.